pour introduire Michel Wootley, aussi physicien et qui lui est un physicien local, comme vous savez tous probablement. Je suis toujours assez admiratif devant le genre d'exposé que Michel produit, et notamment, je suppose qu'on aura droit à un avant-goût de sa dernière production, de son bouquin qui est publié maintenant, qui vient d'être publié chez l'Harmattan. Je dis, c'est vraiment un exercice qu'il fait avec prudence, mais qui est à la fois périlleux et audacieux, évidemment, parce que c'est un exercice de futurologie dans lequel il essaye, si vous voulez, d'aborder les points qui, dans notre vie quotidienne, pourraient subir des modifications importantes à cause de la réorganisation de la production et de la distribution et de la disponibilité d'énergie. Donc j'en dis pas plus et je lui cède immédiatement la parole. Merci Pierre de cette introduction. Donc moi je vais être peut-être un peu moins, enfin certainement un peu moins technique que mon prédécesseur. Donc comme Pierre vient de le dire, je vais essayer de me projeter dans l'époque de l'après-pétrole. Et quand je dis dans l'après-pétrole, il faut toujours être très prudent. Ce n'est pas dans l'après-pétrole en tant que tel, parce que du pétrole, il y en aura toujours, mais c'est dans l'après-pétrole bon marché. Et cet après-pétrole bon marché, on est en train d'y arriver, comme vous vous en doutez probablement. Donc lorsque l'on parle du futur, et lorsque l'on parle notamment de l'époque où il n'y aura plus de pétrole, on entend souvent dire « nos enfants vivront moins bien que nous ». Alors là, il y a déjà 3 remarques à faire sur cette sentence. Vivront moins bien que nous, ça veut dire vivront différemment. Et là, je pense que ce que je vais vous montrer, c'est qu'effectivement, on vivra différemment dans le futur par rapport à maintenant. Vivre moins bien, ben là, il y a le mot bien. Le mot bien, il y a le mal, il y a une question de valeur. Je ne suis pas certain que si on racontait, enfin, on avait raconté à nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tous les aspects de la vie quotidienne, ils trouvent que nous vivrions bien à tous les aspects. Donc là, il y a une question de valeur. Et la troisième chose, c'est nos enfants vivront moins bien que nous. Non, on sait maintenant de plus en plus que ce ne sont pas nos enfants qui vivront moins bien que nous ou différemment de nous, mais que nous aussi, nous verrons probablement cette transition. Bon, donc, dans la suite, je vais examiner un scénario plausible parmi des milliers d'autres que vous pouvez imaginer, mais qui essaye de tenir compte le mieux possible, en tout cas, de ce que pourrait être une ère sans pétrole, et en tout cas sans pétrole bon marché. Alors, la première chose, c'est peut-être revenir un petit peu dans le passé. Oh, vous connaissez très certainement cette courbe qui montre l'évolution de la consommation d'énergie de l'humanité depuis le milieu du XIXe siècle jusque maintenant, et vous savez évidemment tous qu'il y a une croissance exponentielle de la consommation d'énergie. Ce qui est, faut quand même noter, c'est que lorsque l'on regarde ce qui se passe avant, disons, 1880-1890, la plus grosse partie des sources d'énergie, c'était les énergies traditionnelles, c'était les combustibles traditionnels, c'était la force motrice des animaux, c'était la force motrice des esclaves également, qui entre pour une part non négligeable dans ceci, c'était comme ça à l'époque. Et donc les choses ont commencé à changer vers le milieu du XIXe siècle avec une consommation importante, quelque chose de noir, c'est forcément du charbon. Et donc vous voyez que la consommation de charbon a cru très fort jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc qui dit charbon dit l'époque de la chaleur, du feu, etc. C'était l'époque de la métallurgie, de la sidérurgie, c'était les bonnes heures notamment de la région de Mons ici. Et puis à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on voit croître le pétrole, la consommation de pétrole et de gaz, ce qui signifie quoi? Bien, pétrole, c'est du transport, c'est de la chimie. On est donc entré dans l'ère du transport et de la chimie. Et ensuite vient l'électricité, avec notamment le nucléaire, mais pas seulement, et on est donc transporté vers une ère qui est plutôt une ère de service, une société de service. Donc ça, la première chose, je pense, dont il faut bien se rendre compte, c'est que, en tout cas, si on regarde l'histoire, le type d'énergie qui est utilisé est un petit peu un reflet du type de société dans lequel on vit. Donc, lorsqu'on nous dit que le pétrole,
bien on arrive à saturation, ça veut dire que le type de société va probablement changer, vers quoi c'est difficile de prévoir. Ça c'est pour le passé, pour le futur, bien Patrick vous en a parlé tantôt, on va sans doute vers quelque part un pic du pétrole et probablement donc en tout cas la fin du pétrole bon marché. Alors la première question que l'on se pose, c'est que s'il y a moins de pétrole, quelles sont les énergies alternatives? Alors on avait fait un petit calcul il y a quelques mois pour savoir un petit peu si nous voulions, c'était très prudent, si on voulait remplacer le pétrole par autre chose, qu'est-ce qu'il faudrait construire? Donc on a regardé quelle était la consommation de pétrole aujourd'hui au niveau mondial, et si on voulait le remplacer, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Soit, hein, donc ça exclut évidemment l'un l'autre. Bien, il faudrait, pour obtenir la même énergie, construire plus de 5000 réacteurs nucléaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près 450, donc ça vous dit un petit peu l'effort qu'il faudrait faire. Ou alors construire 5 millions d'éoliennes, des grosses, hein, de 1 mégawatt, ou 280 barrages des trois gorges, où vous voyez des superficies importantes de panneaux photovoltaïques et de biocarburants. Ça, c'est en tenant compte de rendement de 100%. Donc, la première chose que vous voyez, à partir de là, c'est qu'il sera difficile de remplacer le pétrole. Et, bon, ceci, c'est une idée, c'est quelque chose d'assez grossier. Mais si on va plus loin, quand on va un petit peu dans le détail des bilans des énergies possibles, on se rend compte que les énergies alternatives que j'ai citées là-bas seront sans doute insuffisantes pour remplacer la part actuelle du pétrole et du gaz naturel dans les énergies mondiales. Donc ça, c'est la première chose dont il faut bien se rendre compte. Parce que, bien entendu, il faut se dire aussi que les énergies alternatives doivent servir à autre chose que ce à quoi le pétrole sert aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il y a une première conclusion que l'on peut tirer de là, c'est qu'il va falloir nécessairement, et ça c'est un langage purement physique quand on regarde la disponibilité des énergies, il faudra nécessairement réduire la consommation d'énergie au niveau mondial. Ça c'est la première conclusion, on n'y coupera pas, ce n'est pas du pessimisme, etc., c'est simplement du pragmatisme, c'est l'analyse brute des chiffres. Bon, ça ne veut pas dire que les énergies alternatives n'auront pas un rôle à jouer dans notre quotidien. Et ici, j'essaie d'imaginer un petit peu ce que pourrait être notre quotidien au futur. Bon, les choses ici sont des choses connues. Parmi les énergies alternatives, il y a évidemment le chauffage solaire, c'est bien connu. Et en Belgique, notamment, c'est des panneaux solaires qu'on installe un peu partout dans les toits, enfin, qu'il faudrait peut-être installer plus. C'est que quelques mètres carrés suffisent pour obtenir 50% de l'eau chaude sanitaire dans une famille moyenne. Autrement dit, c'est quelque chose qui est faisable, qui permettrait de fameuses économies d'énergie. C'est quelque chose de relativement bon marché et que l'on peut faire. Mais je pense que là, les politiciens, en tout cas chez nous, l'ont bien compris. La deuxième type d'énergie qui pourra jouer un rôle dans le futur, au niveau encore relativement local ou en tout cas au niveau européen, c'est l'énergie photovoltaïque. Le problème de l'énergie photovoltaïque, c'est son rendement qui est très faible. Si on veut obtenir une puissance moyenne sur l'année de 1 kW, donc ça fait grosso modo une plaque électrique de chauffage, en moyenne sur l'année, il vous faut 40 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Donc c'est peut-être pas très, très utile. N'empêche que les choses sont en train de se développer à ce niveau-là. Et par exemple, sur Terre, en 2006, il y avait installé 8600 MW, donc l'équivalent de plus de 8 réacteurs nucléaires. Bon, c'est pour avoir des unités qui indiquent un petit peu mieux ce que ça produit. Donc installé plus de 8 réacteurs nucléaires, en 2007 plus de 12, donc une croissance de 50% en un an, et la croissance du photovoltaïque sur Terre est en train de s'accélérer. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est important. Les éoliennes, bien entendu, également, ça se développe pas mal. Donc fin 2006, il y avait l'équivalent pour l'Union européenne de 48 réacteurs nucléaires, donc ça fait une fameuse puissance. Donc ce sont des énergies alternatives qui, vous le savez bien, je suppose, ont un potentiel important.
Donc quand je dis qu'elles ne seront pas suffisantes, elles ont quand même un potentiel très important. Donc, la conclusion numéro 2, mais celle-là, je pense que je parle à des convaincus, c'est qu'il existe donc du côté des énergies renouvelables des possibilités énergétiques importantes qui sont encore mal connues, tout n'est pas connu. Donc ça veut dire également, je pense que si on parle d'énergie renouvelable, il va falloir raisonner à la fois au niveau local, qu'est-ce qui est disponible chez nous, par exemple par ici la géothermie, dans certains pays, si on regarde au niveau du Danemark, ben, ils ont du vent que nous, on n'a pas. Mais il faudra évidemment, c'est en tout cas, moi c'est ce que je pense, raisonner de plus en plus au niveau global. On a parlé tantôt du nucléaire, je n'ai pas d'opinion à dire ici sur le nucléaire, mais c'est vrai que si on raisonne au niveau belgo-belge, les énergies renouvelables seront insuffisantes, donc peut-être, avec tous les points d'interrogation qu'il faut, on ne pourra pas se passer du nucléaire en Belgique, peut-être, mais si on raisonnait au niveau européen, il y a de l'hydroélectricité dans les pays du Nord, il y a du vent au Danemark, en Hollande, etc. Il y a du soleil dans les pays du Sud. Peut-être pourra-t-on résoudre provisoirement, enfin en tout cas une partie du problème. C'est simplement une piste. Bon, donc de toute façon, on va falloir arriver à une nécessaire décentralisation du paysage énergétique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et cela va demander du temps et de l'argent. C'est la chose dont il faut bien se tenir compte. On ne fera pas ça du jour au lendemain. Ce n'est pas en 2 ans que l'on va faire ça, c'est en 30 ou 40 ans. Donc ça, c'est peut-être le premier point. Donc revenons maintenant au pétrole. Alors, quand il n'y aura plus de pétrole, ou, je répète, quand le pétrole sera devenu trop cher, ce qui est avant qu'il n'y ait plus de pétrole, par quoi le remplacer? Mais pour savoir par quoi le remplacer, il faut d'abord savoir à quoi il sert aujourd'hui. Et vous voyez que les usages du pétrole sont multiples, mais vous avez quand même à peu près, grosso modo, la moitié du pétrole qui sert dans le domaine du transport, et le domaine du transport dépend 98% à peu près du pétrole, donc c'est dire que ça, ben, c'est pratiquement tout le transport. Vous avez les industries, la chaleur, la chimie, etc., toute une série d'autres activités. Donc, notamment ce problème du transport. Lorsque le pétrole sera trop cher, lorsque maintenant il est à 100 $, enfin, il est redescendu vers en dessous des 90 $ le baril, mais lorsqu'il sera doublé, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va regarder simplement, ici, on ne peut pas tout regarder, bien sûr, le cas du transport. Alors, quelle est la situation aujourd'hui dans l'Union européenne? Donc, dans les 27, il y a donc à peu près aujourd'hui de l'ordre de 270 millions de voitures qui roulent à l'essence, au diesel et un petit peu au gaz naturel. Vous avez 44-45 millions de camions d'utilitaires qui roulent au diesel. Vous avez des avions qui, au niveau mondial, consomment à peu près 3,8% du pétrole mondial, pas de l'énergie, du pétrole, et essentiellement sous forme de kérosène. Alors, quelles sont les alternatives lorsque le pétrole sera devenu trop cher? Il y en a 3 grosses. Bon, je parle ici des principales, hein, il y en a d'autres, il y a d'autres petites solutions, mais ici je parle au niveau global. Et les 3 principales, c'est les agrocarburants, l'électricité et l'hydrogène. Bon, alors, là, les agrocarburants, on en a parlé, je ne reviens plus là-dessus. Il y a donc 2 types essentiellement d'agrocarburants, bioéthanol, biodiesel. Je n'entre pas dans le détail. Une idée quand même, se rendre compte de ce que l'on peut obtenir de biocarburants, donc avec notamment des oléagineux, on obtient 1,4 tonnes de biodiesel à l'hectare. 1,4 tonnes, ça vous fait grosso modo, si vous faites un plein, ça vous fait 50 litres, donc ça fait une trentaine de pleins, grosso modo. Donc, pour un hectare. Ça, ce sont les chiffres pour une année, une bonne année, pas trop sèche, pas trop humide, pas trop chaude, pas trop froide, etc. Bon, donc une année qui n'existe pas. Donc ça vous donne un petit peu ce genre de production. Ça vous donne déjà une idée. Maintenant, si on raisonne au niveau global, on vous a parlé des rendements, je n'entre pas dans les
grandement, mais est-ce que si on généralise le problème des agrocarburants, on pourra remplacer toute l'essence ou tout le diesel de nos voitures et de nos camions? Non. Au niveau mondial, là, la plupart des spécialistes sont d'accord. Au maximum, on pourrait sans doute employer 10% je parle au niveau mondial, 10% des surfaces agricoles pour les agrocarburants, ce qui permettrait de remplacer à peu près 4% de la consommation actuelle des produits pétroliers, et si on est très 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 optimiste, 10%. Donc la solution véritablement des agrocarburants, c'est que les agrocarburants ne seront jamais qu'un appoint. Donc ça vous donne déjà un petit peu au niveau des voitures, par exemple. Si vous avez que 10% des voitures actuellement, bon, première conclusion. Donc les agrocarburants ne sont pas la solution pour les voitures en tout cas. La voiture électrique, alors la voiture électrique, ça a un avantage, c'est silencieux, ça ne pollue pas, mais ça a un inconvénient, c'est le poids des batteries, c'est l'autonomie et la vitesse. Vous pouvez, avec une voiture, on voit dans la littérature qu'il y a des voitures électriques qui ont une autonomie de 150-200 km et qui ont des vitesses de pointe de 100-110 km à l'heure. Il ne faut pas en conclure que vous pouvez rouler avec une telle voiture à du 110-120 km à l'heure pendant 200 km. Hein. Donc, la seule chose qui est certaine, c'est qu'avec ce genre de voiture, vous pourrez vous déplacer sur de petites distances à de petites vitesses. Si vous voulez aller d'ici à Paris, donc ça fait de l'ordre de 240 km, vous prenez votre voiture le matin, vous faites du 90 km/h sur autoroute jusqu'à mi-chemin. À mi-chemin, vous arrêtez 5-6 heures pour charger la batterie, et puis vous recommencez, et ainsi de suite. Hein. Donc, tout ça pour dire que la voiture électrique, c'est très bien, mais la voiture électrique ne sera jamais qu'une voiture de ville. Jamais que, c'est déjà pas non négligeable. Hein. Donc les voitures électriques, il faut se retirer dans la tête que ça va remplacer nos voitures actuelles. Ce seront des voitures de ville et on commence à en voir de plus en plus. Notez, je reviendrai de nombreuses fois, que si on veut développer ce genre de voiture, il faudra de nouvelles centrales électriques. Ça, ce sont des choses, Electrabel n'a qu'à travailler. Donc ça, c'est la deuxième solution. La troisième solution, c'est la voiture à hydrogène. Alors ça, c'est celle dont on nous raconte des tas de choses. Alors la voiture à hydrogène, en fait, elle pose une série de problèmes. Bon, elle a un avantage, elle n'émet que de l'eau, mais il y a un certain nombre de problèmes aujourd'hui qui sont liés à la fois à la voiture elle-même, au stockage de l'hydrogène et à la production d'hydrogène. Alors, le premier problème, c'est, je me place ici dans l'après-pétrole, le gaz naturel. Donc, l'hydrogène, il faudra le faire autrement que via le gaz naturel. C'est que on utiliserait donc des systèmes de piles à combustible. Piles à combustible qui ont un problème, c'est que pour les chimistes, il faut un catalyseur. Les catalyseurs, jusqu'à présent, c'est du platine. Et on ne voit pas encore aujourd'hui de solution viable. Le problème, c'est que ça coûte cher. Une pile à combustible pour une voiture moyenne, c'est 20 000 €. Rien que pour une voiture moyenne. Vous imaginez un camion. Le deuxième problème, c'est le réservoir d'hydrogène. Comment allez-vous stocker l'hydrogène dans la voiture? Tant qu'il y a du gaz naturel, on peut fabriquer l'hydrogène dans la voiture à partir de gaz naturel. C'est, pour les chimistes, la formation de reformage. Donc là, c'est possible, mais lorsqu'il n'y aura plus de gaz naturel, il faudra passer à autre chose. Et donc, il faudra mettre l'hydrogène directement dans la voiture, ce qui signifie que l'hydrogène, c'est un gaz très léger, c'est un gaz, donc ça veut dire qu'il faudra soit le comprimer, soit le liquéfier, donc à moins 250 degrés. Donc il faudra des réservoirs à moins 250 degrés dans les voitures. Bon, il faut également savoir que pour avoir la même énergie à partir de l'hydrogène que vous avez à partir de l'essence, il vous faut un réservoir 4 fois plus important. Donc ça vous fait des réservoirs 4 fois plus massifs qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est le deuxième problème. On ne sait pas aujourd'hui comment on va résoudre ce problème.
Dernier problème, deuxième problème, c'est celui de la distribution, et en fait le problème de la production d'hydrogène. Encore une fois, en se projetant dans l'après-gaz naturel, il faudra passer à l'électricité, et si on veut remplacer la flotte actuelle de voitures de l'Union européenne par des voitures à hydrogène, il faudrait que l'on construise 240 réacteurs nucléaires pour l'Union européenne, uniquement pour, évidemment, produire l'hydrogène pour le transport. Ça vous donne un petit peu une idée de ce que ça veut dire. Bon, il y a une autre solution qui est de passer par des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques familiaux, disons, sur les toits, mais c'est quand même quelque chose de lourd et quelque chose de relativement dangereux. Donc, quoi qu'il en soit, si on passe, malgré toutes ces questions techniques, un jour à la généralisation de la voiture à hydrogène, il faudra mettre sur pied une infrastructure, notamment de production et de distribution de l'hydrogène, qui sera lourde et qui demandera du temps. D'après des spécialistes, il faudra un minimum de 20 à 30 ans pour mettre sur pied le système d'approvisionnement en hydrogène, à condition de faire ça de façon bien arrangée, donc bien planifier les affaires. Et ça va évidemment marquer de l'argent. Donc aujourd'hui, cette voiture à hydrogène dont on nous promet beaucoup de choses, je pense que la majorité des gens seraient d'accord pour dire qu'ils ne mettraient pas leur main au feu, pour dire que, main au feu peut-être, mais on ne ferait pas couper la main, pour dire que la voiture à hydrogène est la voiture du futur. Donc pour le moment, je pense que c'est un grand point d'interrogation. Donc voilà le cas des voitures. Donc vous voyez, les agrocarburants, c'est pas suffisant. La voiture électrique, voiture de ville, voiture à hydrogène, point d'interrogation. Ça, c'est pour les voitures. Et vous allez me dire peut-être, et les camions? Alors là, les camions, ça pose un énorme problème parce que des trois solutions que je vous ai passées, aucune ne semble plausible. Les batteries, c'est beaucoup trop lourd, à moins que vous voyez qu'un 60 tonnes, ce soit 55 tonnes de batterie. Mais bon, c'est pas très pratique. Donc la solution électrique n'est pas la solution. Le problème de l'hydrogène, c'est le coût et l'encombrement plus tout le système de distribution, de toute façon. Et les agrocarburants, comme je vous ai dit, ce ne sera jamais que des appoints par rapport aux carburants actuels. Donc aucune de ces solutions n'existe pour les camions. Bon, il existe bien le problème des charbons liquéfiés, mais les charbons liquéfiés ont une émission de CO2 qui est double de celle de diesel habituel, donc c'est peut-être pas la bonne solution. Donc il n'y a pas aujourd'hui, sauf cette solution polluante, de solution pour les camions. Il faut se rendre compte de ce que ça signifie. Et les avions, les avions, il n'y a pas guère d'autres solutions. Vous pouvez passer aux agro ou aux biocarburants. Ça marche, donc des essais ont été faits de faire fonctionner donc des moteurs d'avion avec un mélange kérosène-biocarburant. Le problème, il est notamment que le bioéthanol ou l'agroéthanol, par exemple, pour obtenir la même énergie que le kérosène, il vous faut 50% de poids et de volume en plus. Donc il vous faudrait des réservoirs qui soient beaucoup plus importants. Donc ça, c'est un premier problème. Il y a des tas d'autres problèmes techniques là derrière. Il faut bien également se rendre compte, ce que je vous ai dit tantôt, qu'aujourd'hui, l'aviation utilise 3,8% du pétrole consommé mondialement. Étant donné également ce que je vous ai dit tantôt, que les agrocarburants pourraient guère remplacer que 10% du pétrole, on nous annonce un doublement du nombre de vols aériens à l'horizon 2030, quelque chose ainsi. Ça voudrait dire qu'il faudrait que tout le pétrole, tous les agrocarburants servent au niveau des avions. Je pense que ce n'est pas une solution. Donc, on saura sans doute faire voler des avions à l'agrocarburant, mais de là à remplacer la flotte actuelle, il y a de la marge. Le problème de l'hydrogène, il est comme je vous l'ai dit tantôt. Le problème, c'est qu'il faudra des réservoirs beaucoup plus volumineux que les réservoirs actuels et refroidis, ce qui pose des tas de problèmes. Encore une fois, probablement que des avions pourront circuler, pourront s'alimenter à l'hydrogène, mais remplacer la flotte, ça me semble exclu. Bon, l'électricité, le solaire,
il va de soi qu'il n'y a pas de solution. Donc aujourd'hui, pour remplacer la flotte d'avions mondiale, il n'y a pas de solution. Bon, qu'est-ce que ça implique, tout ça, maintenant, pour notre vie quotidienne? Alors, ici, c'est un petit argument, c'est un petit raisonnement qui est tout à fait logique, basé sur ce que je viens de raconter. Comment nous déplacerons-nous dans une cinquantaine d'années? Alors, j'ai comparé 1950, 2000, 2050, parce que quand on entend tout ça, on se dit, mais on va arriver à un retour en arrière. Non, on ne va pas arriver à un retour en arrière. On va arriver à des choses différentes probablement, mais n'oublions pas que depuis 1950 jusqu'à maintenant, il y a toute une série de progrès technologiques qui ont eu lieu, et que ces progrès, il n'y a pas de raison qu'ils ne continuent pas, ou en tout cas qu'ils ne soient toujours pas là. Alors, très brièvement, parce que vous pouvez faire le raisonnement par vous-même, si on regarde quel mode de transport on utilise pour se déplacer, nous, personnellement, bon, au niveau local, en 1950, on utilisait la marche et le vélo essentiellement, un petit peu le cheval, mais principalement la marche et le vélo. Aujourd'hui, vous le savez bien, c'est la voiture. Demain, quand il n'y aura plus de voiture, on utilisera sans doute la voiture électrique, mais probablement plus parcimonieusement qu'on l'utilise aujourd'hui. Au niveau régional, donc quelques dizaines, centaines de kilomètres, il y avait surtout le tram et le train, il y avait des réseaux, notamment moi dans l'Entre-Sambre-et-Meuse que je connais, il y avait des réseaux de trains, de voies ferrées locales très importants, des réseaux de trams également. Tout ça est disparu allègrement aujourd'hui au profit de la voiture. Bien, il faudra demain, quand on n'aura plus les voitures que l'on a aujourd'hui, il n'y a rien à faire, il faudra redévelopper le tram et le train. Je crois que le train est un secteur stratégique absolument majeur pour le futur. Bon, au niveau continental, donc si vous voulez aller dans le sud de la France ou en Italie ou en Espagne, en 1950, vous utilisiez un train, mais un poussif, hein, un train pouf, 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 c'était le cas de le dire, parce que alimenté au charbon, avec pas beaucoup de confort dans les voitures. Demain, vous utiliserez le train, mais ce sera le TGV. Le TGV, quand même, c'est autre chose que le train des années 1950. Et pour l'intercontinental, eh bien, aujourd'hui, c'est principalement l'avion qui est utilisé. Demain, vous n'aurez plus d'avion. Vous vous débrouillerez pour aller probablement en bateau, ou alors les plus riches, bien entendu, pourront probablement se déplacer en avion. Donc, vous voyez que ça veut dire quand même, logiquement, hein, donc ici, c'est pas du militantisme quelconque, c'est logique. La logique veut qu'on ait vers des modes de transport de ce type-là. Pour les marchandises, alors là, les choses sont pires, parce que il n'y a pas aujourd'hui de solution pour le camion, à moins qu'on trouve une solution pour le camion, je n'en sais rien. Soyons optimistes. Au niveau local, on utilisait en 1950 le cheval, le camion pour le transport de marchandises. Aujourd'hui, le camion, demain, point d'interrogation. Peut-être des petits camions électriques, peut-être des petits camions qui circuleront aux agrocarburants, pourquoi pas. Bon, il faut évidemment une série de décisions à ce niveau-là. Au niveau régional, aujourd'hui, c'est au camion, il faudra retourner au rail. Au niveau continental, ben là, c'est comme je vous l'ai dit tantôt, aujourd'hui, c'est essentiellement, enfin, beaucoup de camions, hein, il suffit d'être sur l'autoroute pour s'en rendre compte. Si on ne parvient pas à résoudre le problème des camions, ben, les marchandises devront circuler en train et en bateau, ce qui signifie beaucoup de choses au niveau notamment des vitesses de transport, etc. Et au niveau intercontinental, on passera uniquement au bateau. Donc vous voyez, et vous pourrez tirer toute une série de conclusions par vous-même sur ce que cela implique, ne plus avoir de pétrole. Bon, je tiens également à dire ce que je disais tantôt, que ce n'est pas un retour en arrière. Donc notamment, quand on regarde un petit peu la maison ou l'appartement, quand on regarde la situation actuelle et la situation future, il n'y a pas de raison là qu'il y ait beaucoup de choses qui changent. Hein, au niveau de l'isolation, aujourd'hui on parle d'isolation thermique de double vitrage, il n'y a pas de raison que les choses ne continuent pas dans une cinquantaine d'années. Au niveau du chauffage, il y a une cinquantaine d'années, on se chauffait essentiellement au bois et au charbon et on ne chauffait qu'une pièce ou deux dans la maison. Aujourd'hui, toutes les pièces sont chauffées, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose dans le futur. Et ainsi de suite.
sauf peut-être la seule différence, c'est le problème du garage. Aujourd'hui, chaque maison a un ou deux garages. Demain, bon, c'est vrai qu'il faudra peut-être un garage pour la voiture électrique, mais ce sera la seule chose. Si c'est une voiture à hydrogène, de toute façon, elle devra être à l'extérieur. Donc, oui, parce que l'hydrogène étant volatile et explosif, vous ne pouvez pas, évidemment, mettre la voiture à hydrogène dans un garage. Donc, vous voyez que, malgré tout, au niveau du quotidien, en tout cas intérieur de la maison, ce n'est véritablement pas un retour en arrière. Bon, ça veut dire également que, pour ce qui est des villes et villages, les choses seront peut-être plus agréables, il y aura moins de bruit, on utilisera sans doute plutôt des véhicules électriques et des vélos, c'est un avantage, sauf que les trams peut-être feront du bruit, ça je ne sais pas, il faudra voir. On utilisera plus les transports en commun, la pollution sera certainement réduite à cause de l'isolation des maisons, l'utilisation du solaire, etc. Donc, ça devrait s'améliorer au niveau de la qualité de l'air quand on passera donc à l'après-pétrole et au gaz naturel. Bon, ici, ce sont des choses très simples, le transport, l'habitat, mais bien entendu, la société est plus compliquée que ça, et vous comprenez bien que si on modifie le rôle du camion, il y a d'autres choses, par exemple, qui seront transformées dans notre société. La société, c'est quand même quelque chose de complexe. Vous avez évidemment l'homme au centre, mais vous avez les transports, l'énergie, l'habitat, le commerce, l'écologie, l'industrie, etc., qui sont toutes des choses qui interagissent entre elles et qui interagissent avec l'homme. Bon, donc, vous pouvez imaginer, et je vous laisse imaginer par vous-même, toute une série de conséquences. Je n'en citerai que quelques-unes ici, le temps devient court également. Quelques réflexions comme ça, qui sont véritablement plaquées là un petit peu en dehors du reste. Mais regardez par exemple, depuis une cinquantaine d'années, on n'a pas arrêté de construire, de développer des lotissements qui sont en dehors des villes et des villages. Ça, le développement de lotissements, ça veut dire des maisons individuelles, ça veut dire également c'est lié à la possession de la voiture. Sans voiture, il n'y a pas de sens d'avoir un lotissement. D'ailleurs, la voiture sert à tout. Elle sert à conduire les enfants à l'école, elle sert à aller chercher les marchandises, elle cherche à aller au travail. Donc, donc les lotissements sont liés à cette voiture. Ce qui veut dire que si on passe à une société avec beaucoup moins de voitures, est-ce qu'il ne va pas falloir revenir en arrière? Ici, maintenant, il n'y a plus que des questions. Est-ce qu'il ne va pas falloir réfléchir beaucoup mieux au problème des lotissements? Bien entendu, il y aura des voitures électriques, mais les transports en commun, on espère qu'il y en aura, mais si on veut que les transports en commun soient compatibles avec les lotissements, ça veut dire qu'il faut que les bus ou les trams passent toutes les heures et pas 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. Donc il y a toute une organisation évidemment à prévoir, les choses sont extrêmement complexes. Ça veut dire également qu'au niveau des commerces, il faudrait peut-être développer des commerces plus locaux que les commerces aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez faire vos courses toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine dans le grand magasin, vous remplissez le coffre de votre voiture, vous retournez chez vous. Imaginez faire ça en vélo ou à pied. Je pense que ça veut dire qu'il faudra probablement redévelopper le commerce local. Bon, tout dépendra également peut-être du développement du télétravail. Bon, il y a d'autres considérations. Une autre considération importante dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais dont vous avez parlé et dont on parlera sans doute l'après-midi, c'est le problème de l'agriculture. J'ai parlé ici que du transport. Vous avez dit, il y a le problème également du gaz naturel et du pétrole, c'est leur utilisation dans le niveau de l'agriculture. Aujourd'hui, notre agriculture repose sur l'utilisation d'engrais, de pesticides, etc., qui sont élaborés, vous l'avez dit, à partir de l'énergie du pétrole ou issue de l'industrie pétrochimique. Qu'est-ce qui se passera lorsque le pétrole sera cher? Point d'interrogation. Aujourd'hui, l'agriculture consomme énormément de plastique au niveau des serres, des emballages, des outils, etc., et de carburant pour les engins agricoles. Quid demain, lorsque le pétrole sera trop cher?
Ce ne sont que des questions que l'on pose. Donc, il va sans doute falloir muter vers un modèle agricole actuel sans pétrole, donc ce qui veut dire, en tout cas avec beaucoup moins d'engrais et beaucoup moins de pesticides, ce qui signifie des pertes de productivité, avec tout ce que cela pourra engendrer comme situation de crise, etc. Point d'interrogation. Et d'après de nombreux spécialistes, donc ça c'est pas moi qui parle ici, il est peu probable que l'agriculture puisse se maintenir ou se développer dans le modèle actuel, même sans pic pétrolier, à cause des problèmes liés à l'écologie, l'économie, la santé publique, la société, etc. Donc, à côté de ces problèmes de transport qui sont importants, le problème de l'agriculture va sans doute être un problème majeur. Et enfin, dernier petit exemple, c'est le problème du tourisme. Que deviendra le tourisme lorsqu'il n'y aura plus d'avions ni de voitures? C'est un secteur économique important pour certaines régions. Bon, aujourd'hui, il repose essentiellement sur le transport de personnes. Attention, transport de personnes à longue distance et à courte distance. À longue distance, vous utilisez aujourd'hui l'automobile, le TGV et l'avion, mais vous devez circuler localement, sinon à quoi le tourisme sert si vous restez sur place enfermé? Vous pouvez peut-être faire du tourisme vert, mais enfin, il n'y a pas que ça quand même dans la vie. Donc, dans l'après-pétrole, on utilisera peut-être le TGV pour faire du tourisme, mais quand vous serez sur place, qu'est-ce que vous ferez? Donc, point d'interrogation. Donc, ce qui veut dire qu'il faudra de toute manière revoir complètement, ou en tout cas très fort, tout ce secteur du tourisme. Donc, le tourisme va être perturbé. Que deviendra le tourisme d'un jour? Aujourd'hui, on décide le dimanche matin, quand il fait beau, d'aller quelque part au milieu des Ardennes, rester un jour, à Durbouy ou je ne sais pas ailleurs. Demain, qu'est-ce qu'on fera? À moins d'utiliser votre voiture électrique, mais il vous faudra 2 jours pour y aller, c'est pas très pratique pour un week-end. Bon, donc ce sont toute une série de questions qu'il va falloir repenser. Donc ce sont toutes des questions qui sont mêlées. Donc le problème, c'est que donc il va falloir réévaluer toute une série de secteurs qui dépendent les uns des autres. Moi ici, je n'ai pas mis la dépendance les uns avec les autres. Le domaine des transports, évidemment, la circulation des véhicules, mais aussi toute l'infrastructure, comme Patrick vous le disait tantôt, les routes, c'est du pétrole, pas oublier non plus. L'énergie, l'agriculture, on a parlé de l'engrais, mais aussi les machines agricoles. Tout le problème de la chimie, tous les chimistes vous diront, mais ça fait 30 ans que ça dure. Quand j'étais étudiant, mes profs de chimie disaient la même chose, mais on gaspille le pétrole à circuler, à gaspiller dans des voitures, alors qu'on pourrait l'utiliser pour faire de la chimie. C'était des chimistes, mais ils n'ont pas tort. Les chimistes n'ont pas toujours tort. Bon, pas souvent, allez. Bon, donc il y a le problème également des industries. Pensez qu'aujourd'hui, de nombreuses industries fonctionnent en just-in-time ou en flux tendu, qui sont dus aux camions. Que se fera-t-il s'il n'y aura plus de camions? Le problème des commerces, je vous ai dit tantôt, le problème des grandes surfaces, est-ce qu'il sera encore intéressant à cette époque de développer des surfaces commerciales en dehors des villes? Est-ce qu'il y aura encore un sens d'avoir des grands centres avec cinéma, etc., en dehors des villes? Point d'interrogation. Et évidemment, le secteur du tourisme, et ceci n'est pas exhaustif. Ce qui signifie, je pense que la leçon à tirer de ceci, c'est que réévaluer tout ça et modifier tout ça en fonction de ce que je vous ai dit tantôt, ça va demander, d'abord, il va falloir de la réflexion, ça va demander du temps. Rien que mettre en place les infrastructures nécessaires, je vous ai dit tantôt, dans le cas de l'hydrogène, Patrick vous a parlé le cas de l'électricité, il va falloir 30, 40 ans pour mettre ça en route. Il va falloir de l'argent, tout ça coûtera. Si on veut redévelopper le train, il va falloir redévelopper des nouvelles lignes, il va falloir élargir les lignes actuelles, il va falloir des nouveaux trains, etc. Il va falloir également un jour que l'on fasse un jour un petit peu une discussion et en tout cas un choix entre les diverses priorités, parce que bien sûr le transport va dire je suis prioritaire, l'énergie va dire je suis prioritaire, l'agriculture va le dire, etc. Il va falloir un jour que quelqu'un arbitre tout ça.
Donc il y a toute une série de priorités qu'il va falloir faire, et ces priorités, il va falloir les faire rapidement, en se disant qu'on ne va pas mettre tout ça en place en un jour. Si on ne prend aucune disposition aujourd'hui, il est évident qu'on va arriver petit pas par petit pas à une crise, plus une crise, plus une crise, plus une crise. Quand le prix du pétrole va augmenter encore la fois prochaine, quand il va passer de 100 à 120 dollars peut-être pendant l'année, que diront les camionneurs? Bon, si on ne prend pas de décision à long terme, on va vers une série de crises à répétition. Donc, en conclusion, je vous dirais que donc, notre richesse actuelle, elle repose notamment sur la disponibilité d'une énergie bon marché, dont le pétrole et le gaz naturel. Avec l'arrivée imminente ou en cours du pic du pétrole, on arrive à la fin de l'ère du pétrole, et le prix du pétrole influence celui du gaz, influençant celui de l'électricité, etc., à la fin de l'ère de l'énergie bon marché, ce qui ne manquera pas d'avoir des conséquences nombreuses sur les fonctionnements de tous les aspects de la société, et ça va demander d'énormes efforts. Bon, on se dit on a peut-être le temps. Effectivement, on en a peut-être pour 20, 30 ou 40 ans. Mais il faut y penser dès maintenant si on ne veut pas arriver vers la catastrophe. Et si le prix du pétrole augmente plus vite qu'on ne le croit, d'après certains, on sera à 150 dollars, d'après certains, les plus pessimistes, on sera à 150 ou 200 dollars dans 5 ou 10 ans, ça veut dire que la transition sera peut-être d'ici 5 ou 10 ans. Donc ça veut dire qu'on doit aujourd'hui penser absolument à la transition vers cette nouvelle société. Ce qui signifie, je pense, qu'il faudrait que quelqu'un prenne son courage à deux mains et aille secouer les politiciens en leur demandant, s'il vous plaît, il nous faut une feuille de route à long terme, au-delà de la législature, à 20 ou 30 ans, pour essayer de voir où nous allons. Et quand nous saurons où nous allons, on pourra dire comment nous y allons. Je rêve peut-être. Donc, et en tout cas, il faut commencer dès maintenant. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui. Après ce plaidoyer pour le plaza et contre Imagix, je donne la parole à qui veut. Donc, Pierre Asmon, je suis le professeur de zoologie et écologie à l'université de Mons ici. Il y a peut-être une chose que mon ami Michel sur laquelle il n'a pas mis le doigt tout de suite, c'est sur les priorités les plus urgentes. Il nous a projeté en 2050. Quelles sont les choses sur lesquelles nous allons buter très vite? Alors, il y a une chose évidemment qui a transparu, c'est le problème du transport aérien. Je me souviens d'avoir fait le calcul suite à des questions d'étudiants. Je m'étais amusé à faire un espèce de calcul assez grossier d'ordre de grandeur du transport aérien. Et je m'étais rendu compte qu'au-delà de 200 dollars le baril, grosso modo, la plupart des compagnies de transport aérien se casseraient la gueule. Grosso modo. Hors 200 dollars le baril, nous avons un doublement du prix du baril tous les 2 ans depuis pratiquement l'an 2000 maintenant. Donc, ce qui veut dire que 200 dollars le baril, c'est 2010. Allez, ça pourrait être 2011, ne pinaillons pas. Alors, si le transport aérien s'écroule, vous imaginez le nombre de chômeurs. Vous avez vu Sabena, mais imaginez maintenant 90% des compagnies aériennes qui se cassent la gueule en Europe. Vous imaginez le bouleversement économique. Mais alors, il y a surtout un secteur qui est gravissimement menacé et auquel personne ne pense. C'est l'horticulture, la production de fruits et légumes. Pour le moment, en Belgique, tous les légumes que nous consommons sont produits à El Ejido, dans le sud de l'Espagne, en serre, transportés en camion, ou les raisins que j'ai mangés hier venaient d'Argentine, transportés en avion cargo, et le reste, les tomates produites sous serre chauffées aux Pays-Bas. Et donc, le truc qui va manquer très vite, c'est les légumes. Et de manière très claire, regardez le prix des légumes au grand magasin, et vous voyez qu'il est énorme. Et là maintenant, nous n'avons pas de solution.
Je n'ai aucune solution pour sortir du problème des légumes. Je ne sais pas quel sera le prix des légumes dans 2 ou 3 ans. Alors, Claude. Et puis, oui. Michel, ta comparaison, ton tableau 1950, 2000, 2050, c'était très intéressant. Il y a peut-être aussi un facteur aggravant, malheureusement, que tu n'as pas mentionné, c'est qu'en 2050, nous serons combien? 10 fois plus à vivre sur Terre qu'en 1950? 9. Ah oui, qu'en 1950. En 1950. Oui, bien sûr. Donc, Problème de l'agriculture. et ça, c'est terrifiant, parce que ça veut dire des besoins supplémentaires. Et si nous essayons de continuer à vivre bien, on ne peut pas refuser ce droit aux pays du tiers-monde. Ils consommeront plus, ils auront besoin de plus d'énergie, ils feront plus de pollution, etc., etc. Donc ce sont des problèmes qui, au niveau mondial, seront effectivement bien plus graves que ce qu'on pourrait imaginer, peut-être. Oui, ici, je tiens à préciser, je ne sais pas si je l'avais dit au début, je raisonne en européen, j'en suis conscient, sur l'Europe. Je n'ai évidemment pas tenu compte des pays en voie de développement, de la Chine, etc., qui sont d'autres problèmes, qui sont certainement mêlés à celui-là. C'est tout à fait évident, le produit des fruits et légumes. Si on n'importe plus des haricots du Kenya, que deviendront les agriculteurs du Kenya? Donc ça, c'est un autre problème. Enfin, c'est un problème. Oui. Johan Stessens, Institut Flamand de Recherche Technologique. En fait, l'exposé, c'était très intéressant. Et je me demandais si c'était le résultat d'une réflexion individuelle ou si c'était déjà le résultat d'une réflexion d'un panel ou d'une plateforme ou d'un réseau de gens qui réfléchissent à long terme. Parce que, d'ailleurs, en Flandre, je ne vois pas encore des réseaux tels quels. Je le vois en Pays-Bas. Là, ils réfléchissent beaucoup plus long terme qu'en Flandre. Donc, je me demande si en Wallonie ou au niveau de la Belgique, il y a déjà des réseaux qui réfléchissent par rapport à cette problématique grave. C'est une problématique qui est quand même assez récente. Je dois dire que je ne connais pas effectivement en Wallonie de gens qui réfléchissent sur ce genre de choses. Moi, j'ai commencé ça bien il y a déjà une quinzaine d'années, mais disons que c'est vrai que c'est une problématique. Bon, c'est relativement personnel pour le moment. J'espère s'il pouvait y avoir des gens qui m'aident à discuter de ça, je serais très utile. Je manque de contradicteurs. J'aimerais avoir des contradicteurs, mais je n'en ai pas. Donc, pour essayer d'affiner les affaires. C'est ça que je dis, ceci c'est simplement un scénario parmi de multiples autres que chacun peut imaginer, mais il me semble logique. Il y a une certaine logique dans celui-ci. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui réfléchit au sujet. Oui, Joseph Amré, DGA, ministère de la Région Wallonne. Merci pour ce brillant exposé. J'ai bien aimé l'intervention de monsieur sur les légumes. Moi, finalement, je ne considère pas que le crash des transferts aériens soit dramatique. Tout simplement que si l'alimentation est prioritaire, les choses vont se réévaluer. Alors, si on fait moins de tourisme, soit on fait du tourisme et on a faim, et toutes les voies intermédiaires, ça pose aussi le problème de l'affectation prioritaire des sols. Donc on a parlé des surfaces agricoles et affectées aux biocarburants. Moi je disais ce sera manger ou conduire. On peut certainement récupérer de la surface agricole parce qu'elle est gaspillée. Faut-il voir qu'on fait encore des grandes surfaces, les bords d'autoroute. Donc moi j'estime d'abord il faut avoir une réflexion sur l'affectation prioritaire des sols et récupérer les sols qui sont gaspillés. Ça, c'est une première chose. Dans l'affectation, sur ce point-là, je pense que c'est clair d'après. Alors, dans l'affectation des sols agricoles, on a encore plusieurs possibilités. Donc, l'élevage par rapport à la culture légumière. Alors, tout le monde sait que pour faire 1 kilo de viande, il faut à peu près 6 à 7 UF. Donc 6 à 7 fois surface agricole pour 1 kilo de croix, avec un rendement final dans l'assiette de l'ordre, on va dire, de 50%, ce qui fait que 500 grammes de viande dans l'assiette, c'est équivalent à 4 litres de pétrole sans tenir compte des logistiques. Quand on prend compte de ça, on commence à réfléchir. Finalement, la réalité entraînera des choix, parce qu'il faut vraiment se suicider au niveau politique pour essayer d'avoir cette cohérence. En tout cas, en tant que ministère de la Région Wallonne, je vais vous dire, on se demande parfois si on est un peu des Martiens, mais depuis déjà l'an 2000, nous essayons de réévaluer les pratiques agricoles dans le sens
durable. Mais qu'est-ce que ça veut dire durable? Parce qu'il y a beaucoup de gadgets sous le durable. La pertinence des choix et de la cohérence. Autrement dit, réévaluer les pratiques agricoles, et on a parlé des engrais et des phytosanitaires, de voir quel est l'impact d'abord au départ, de mettre une fumure de 1000 à 1100 kg d'un engrais ternaire d'origine chimique, soit environ 450 à 500 unités d'azote NPK à l'hectare. D'origine chimique, ce qui équivaudrait à incorporer de l'ordre de 500 litres de gasoil, on va arrondir, à l'hectare. Quand on a une pratique nous privilégions une approche systémique et globale, avec analyse des impacts et amélioration, chaque fois que c'est possible, par une technique de substitution. Donc, tout simplement pour résumer, quand on remplace autant d'unités d'azote fabriquées par moitié par de l'ammoniac d'origine pétrolière, par de l'azote d'effluent d'élevage ou de l'azote organique, eh bien, on entre dans une autonomie systémique. Quand on utilise une source de phosphate régionale, non solubilisée chimiquement, et qu'on utilise des sels bruts de potasse, tout ça c'est du précis. Quand on utilise des sels bruts de potasse non concentrés, il reste alors les oligo-éléments dans le sel, voilà, déjà à ce niveau-là, et ça c'est transposable immédiatement. Et c'est déjà en cours, on le propose. Et quand on a la possibilité de mieux valoriser les effluents d'élevage, par exemple dans le processus de méthanisation, avec la gestion des coproduits, et que les unités qui restent sont mieux valorisées, là, en termes d'impact, on commence à entrer dans une logique qui est durable. Par exemple, c'est très difficile, comme l'auditeur précédent, l'orateur précédent c'est très difficile d'avoir des chiffres de base. Mais un exemple, quand on met 1 litre de gasoil ou d'essence dans un réservoir avec un rendement thermodynamique de l'ordre de 30-35%, et qu'on considère, en tout cas c'est notre réflexion de base, quand on consomme 7 litres au 100, en réalité, on en consomme 10, puisqu'il a fallu les litres pour amener ce pétrole dans le réservoir. Et on jette encore 60% des calories dans l'atmosphère. Donc c'est toujours en partant de la situation actuelle de voir la pratique la plus inoffensive en tout cas. Et tout ça aussi au niveau de l'alimentation animale, parce qu'on peut se dire, importer du soja du Brésil, etc., faut-il refaire des bovins alertes? Faut-il substituer des poulets par rapport aux ruminants? Et certainement que la réallocation des sols pour la production légumière est une des pistes indispensables, incontournables même. Je pense que plusieurs personnes seront... Et pour la santé, ce sera d'autant meilleur. Mais en tout cas, la réflexion et la pratique est déjà en marche. Voilà. Merci. Commentaire. Mais merci, je sais, je me doutais bien qu'il y avait des réflexions en marche, mais bon, c'est très bien. Oui. Je ne suis pas spécialiste sur l'agriculture, mais... Voilà. Ouais. Oui, bonjour, Benjamin Wilquin de l'Association pour la promotion des énergies renouvelables. Donc j'étais assez intéressé effectivement par l'exposé, qui propose en gros, on va dire, des alternatives qui me semblent essentiellement techniques. Je crois que c'est effectivement intéressant et c'est quelque chose que tout un chacun peut facilement envisager parce qu'on peut mettre des chiffres, on peut mettre des rendements, des conversions, c'est intéressant, intellectuellement parlant. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une évidence qui est de dire que de l'énergie, on n'en a pas assez par rapport aux besoins, je vais dire, qu'on a aujourd'hui. Alors, je crois qu'il y a une quatrième piste, on parlait pour les véhicules donc d'agrocarburants, d'électricité, de combustible. Je pense qu'il y en a une quatrième aussi qui est la modération. Mais il est évident que c'est un discours qui est beaucoup moins techniquement explicable, qui est une démarche que chacun doit faire soi-même. Et pour prendre un exemple, et monsieur le professeur de zoologie, je ne veux pas vous choquer, mais quelque part, les raisins d'hier ou d'avant-hier, vous n'étiez pas obligé de les prendre. Il y a des pommes de garde qui sont
où il y a même des pommes encore de certaines variétés qu'on récolte encore aujourd'hui, qui sont de chez nous. Et donc, voilà, je me dis peut-être que, mais je vous mets l'exemple en avant parce que vous l'avez mis en avant. Pareil, on a chacun quelque chose qu'on peut réévaluer dans nos actions. On peut voir chacun comment on est venu aujourd'hui à cette journée, comment on va repartir. Est-ce qu'on a fait vraiment l'analyse du mode de transport le plus économique, financièrement parlant, ou d'un point de vue production de CO2. Bien sûr, au niveau du temps, la voiture est souvent, pas toujours, la plus rapide. Mais qu'est-ce que le temps? Est-ce que c'est un besoin, le temps, vraiment? Donc je pense, on peut aussi repartir du besoin, de l'essentiel. De quoi a-t-on besoin? Essentiellement parlant, je veux dire, parce qu'un écran plasma, est-ce que c'est un besoin? Je pose la question. Donc voilà, je pense que c'est une quatrième piste qui conforte les autres. C'est l'identification des besoins essentiels, qui conforte les solutions techniques qu'on peut apporter par après. Mais techniquement, je pense qu'on est malgré tout dans une impasse. Voilà, merci. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et je le disais de toute façon au début, la première chose à faire, c'est de réduire notre consommation d'énergie, réduire notre consommation totale. Et c'est évident qu'il faudrait réfléchir, mais je ne suis pas sûr que monsieur et madame tout le monde réfléchissent et ça suffise pour son action. Moi je pense que si vous voulez agir sur monsieur et madame tout le monde et par exemple diminuer l'impact de la voiture, je pense qu'il n'y a qu'une seule solution, elle est là. Vous augmentez le prix du pétrole, en tenant compte en étant évidemment très prudent. Je dis, il n'y a pas qu'à, hein. Il faut évidemment penser à tout et y aller peut-être progressivement. Il faut d'abord un peu de la pédagogie, il faudrait que les médias, il faut que les profs, etc., il faut que tout ça rabâche la même histoire, et ensuite passer par le portefeuille. On ne bouge. Quand est-ce qu'on parle du problème du pétrole? Le problème qu'on a ici, on en parle. Pourquoi on en parle? Parce que depuis quelques mois, le prix du pétrole a grimpé et a presque atteint juste à un moment donné les $100 le baril, et que, évidemment, ça touche le portefeuille sur deux choses, essentiellement la voiture et le chauffage. Je suis prêt, pas maintenant à couper, mais quand même, à vous dire que si l'hiver continue comme il est maintenant, en décembre il a fait glacial, maintenant il fait très doux. Si le mois de février et mars sont très doux, on ne parlera plus de ces problèmes de pétrole à Pâques. Si il fait très froid en février et en mars, on en parlera. Parce que la nécessité, c'est d'abord le chauffage avant la voiture. Et donc, effectivement, il faut passer, je pense, par de la pédagogie, les médias et le portefeuille. Malheureusement, l'homme étant fait comme ça. Je propose une dernière intervention, parce qu'après, je propose aussi qu'on fasse au stade de la lutte contre les Je vais essayer d'être court et pas être un contradicteur, sûrement pas, mais au contraire un partisan des recherches d'énergie. La confusion qu'il y a entre carburant et combustible est vraiment à éclaircir et à différencier. Des énergies, des réserves, il y en a chez nous. Bien sûr, l'éolien, ça existe, nous avons autant de vent qu'au Danemark, on n'est peut-être pas aussi exposé, mais il y a autant de vent. Nous avons de l'éolien, nous avons du solaire, nous avons de l'hydraulique. Imaginez le barrage, la réserve que constitue le canal Charleroi-Bruxelles, 40 km de long, 50 mètres de large, 3 mètres de profondeur. C'est une réserve hydraulique qui peut être alimentée par une énergie éolienne. Il y a une centrale électrique qui peut bien fonctionner à une différence de niveau de 70 mètres, ce qui fait quand même que nous avons chez nous de l'énergie inexploitée, de l'énergie négligée et de l'énergie gaspillée. Quand on parle de l'aviation, quand on parle d'une course automobile, je crois quand même que ces trois définitions d'énergie négligée, énergie gaspillée, il faudrait quand même aussi, maintenant, faire quelque chose avec nos hommes politiques.
Je suis d'accord sur le principe. Il y a effectivement toute une série d'énergies négligées. Il y a ici les énergies gaspillées. Je pense que là, il n'y a pas de doute. Il y a des choses à faire. En ce qui concerne les énergies négligées, les énergies potentielles, dans notre Belgique, qui est quand même un pays qui est très développé et malgré tout qui a quand même, au niveau météo et au niveau géographique, on n'est pas favorisé. Il y a peut-être quelques barrages, mais vous ne savez pas utiliser des barrages comme si vous étiez dans les Alpes. Le paysage est quand même à peu près plat. Au niveau des éoliennes, il y a moyen évidemment, mais vous n'avez pas le kilométrage de côte que vous avez au Danemark. Donc lorsque l'on fait un petit peu le bilan total, on est malheureusement en Belgique dans une mauvaise situation. Et on sera, je pense, il y a des efforts à faire, je suis tout à fait d'accord. Il faut que l'on dépense moins d'énergie, c'est sûr. Il faut que l'on regarde peut-être mieux les potentialités. Mais il faut se retirer de la tête que l'on pourrait être autosuffisant. Nous sommes un pays développé. Donc avec les énergies renouvelables, je pense que c'est tout à fait impossible. Mais il y a des efforts, évidemment, considérables à faire. Ça. On peut considérer que c'est provisoirement le petit mot de la fin, mais pas réellement, évidemment, puisqu'on continue cet après-midi. Je vous rappelle que les ateliers se tiennent dans les auditoires des Halles, donc à l'extérieur du bâtiment, d'ici par là.